Vous écoutez le podcast Photostoria. L'image parle, la voix raconte. Cette expédition en Antarctique, elle part d'une idée, celle de Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de l'Empereur, qui avait promis qu'il retournerait 10 ans plus tard voir où en sont ces manchots. Et il a eu la bonne idée pour moi et mon camarade Vincent Munier de nous amener avec lui. Plus que les manchots eux-mêmes, je crois qu'il avait à cœur de montrer des gens qui ont des émotions au contact de ces animaux. Alors il a choisi Vincent et moi pour retourner là-bas. Et voilà. Et c'était un peu comme il y avait figure imposée par Luc Jacquet, c'était photographier les manchots sous l'eau, ce que lui n'avait pas vu jusque-là. Il les avait bien connus sur la glace, mais pas sous l'eau. Ça, c'était la figure imposée qui nous était demandée, les manchots sous l'eau. Et puis moi, j'ai demandé d'avoir la figure libre aussi. Et ça, c'était faire des plongées profondes avec mon équipe pour aller voir ces écosystèmes multicolores et tout ça. Donc c'était il y a longtemps maintenant, c'était il y a 10 ans, 2015. Nous sommes restés 2 mois à peu près sur place à plonger presque tous les jours. Et ça reste un souvenir inoubliable. Il a 2 contrastes, ce continent antarctique. Le contraste des couleurs, on l'appelle le continent blanc. Quand on est sous l'eau, c'est psychédélique, hein. C'est multicolore dans tous les sens. Ça, c'est un premier paradoxe très étonnant et peu connu. Et puis l'autre paradoxe, c'est celui de la biodiversité, hein. C'est le plus grand désert du monde, avec moins de 10 espèces qui vivent sur le continent. Même dans le Sahara, il y a des milliers, des centaines d'espèces. Mais là, sur la banquise ou sur le continent antarctique, il n'y a presque rien. Il n'y a pas un champignon, il n'y a pas une plante. Et est-ce que le manchot ou le phoque de Weddell sont des animaux terrestres? Pas vraiment en plus. Donc il y a vraiment, c'est le plus grand désert. Et dès qu'on passe sous l'eau, rien que sur la Terre Adélie, c'est déjà 9000 espèces décrites. Donc ce contraste-là aussi est saisissant. Et en plus, on s'aperçoit vite que plus on descend profond, plus le niveau de diversité biologique augmente. Ce qui n'est pas le cas sur un récif corallien, où c'est un peu l'inverse plutôt. Alors là, pour une fois qu'on a une bonne excuse pour plonger profond, voilà. Et on arrive dans des décors qui ressemblent à des choses dignes des récifs coralliens, quoi, avec des gorgones, des coraux, des éponges. Voilà, moi, c'est ce qui m'a le plus attiré là-bas. Parce que ça, clairement, ça n'avait pas été révélé jusque-là en photographie. Après, les plongées sont évidemment très éprouvantes. L'eau est à moins 1,8. Elle est en dessous du point de congélation de l'eau douce, puisque c'est de l'eau salée. Donc quand on y était en début de saison, c'était vraiment très très dur pour les extrémités, pour les mains, les pieds. On est obligé d'avoir sauf si on plonge 30 minutes, mais on avait cette prétention en arrivant qu'on ferait des plongées aussi longues qu'ailleurs. Et on a fait des plongées de plus de 4 heures là-bas. Mais 4 heures à moins 1,8, il faut des systèmes de chauffage intégrés dans nos combinaisons, avec des gants chauffants. Et malgré ça, moi par exemple, j'ai encore des séquelles aux pieds de ces plongées d'il y a 10 ans. Voilà. Donc c'était quand même très très éprouvant. Mais c'était tellement féerique, ces décors-là on restait, on recommençait. Après, on avait le confort de la base du Mont d'Urville. Donc être accueilli par la base scientifique française, on n'était pas en campement sur la glace. Là, ça aurait été sans doute impossible. Et là, donc tous les soirs quand même, on mangeait chaud, on dormait au chaud. Ça change tout quand même aussi.